Mes parents sont apparus soudainement et ont commencé à frapper à la vitre de la voiture. Papa, quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Tu es toujours aussi têtu. Tais-toi et persuade Steve. Le président préfère son propre père, je vais donc refuser. Autrement. Ils étaient donc de mèche avec ma belle famille. Ils complotaient pour évincer mon mari Steve de son poste de prochain président. J'ai alors remarqué que ma mère tenait quelque chose comme un pied de biche. Elle l'a balancé haut et fort, puis elle s'est effondrée. La fenêtre s'est brisée dans un grand bruit. J'ai été stupéfaite d'apprendre que la voiture de Steve, tombée d'une falaise, avait été retrouvée avec une lettre de suicide. Mais une semaine après la découverte de la voiture, une enveloppe est arrivée par coursier, programmée pour le jour même. Je me suis dit, Steve? J'ai rapidement pris l'enveloppe et l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre. Et une clé. Lis ça, sans que mes parents le découvrent. Bien sûr, je le savais. Mais il a dû vouloir l'écrire. C'est quelque chose que j'ai écrit à l'avance au cas où quelque chose arriverait. Si je suis là quand vous le recevrez, riez et rendez-le-moi. Mais si je ne suis pas là, s'il te plaît, Anna, prends ce qu'il y a dans ce casier et cours immédiatement chez mon oncle. Lucie, ma belle-sœur qui lisait le livre avec moi, et moi nous sommes regardés. Puis nous avons pris le strict nécessaire et couru jusqu'à la maison où vivait Ronald, l'oncle de Steve. Pour nous protéger, moi et mes enfants, et pour révéler ce que nos parents avaient fait. Je m'appelle Anna McKinley, j'ai 34 ans. J'aimerais dire que je suis une femme au foyer typique, mais c'était vrai jusqu'à il y a une semaine. Aujourd'hui, je suis veuve et j'ai 2 enfants. On dit que mon mari Steve s'est suicidé. C'est l'hypothèse la plus probable, m'a-t-on dit. Sa voiture serait tombée d'une falaise. Et on dit qu'une lettre de suicide a été trouvée sur le tableau de bord. Je n'y crois pas, je ne peux pas y croire. Parce que c'est vrai. Il n'avait aucune raison de se suicider. Pas lui-même. Steve et moi nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail. Une chaîne immobilière, un hôtel de villégiature, c'est là que j'avais toujours voulu travailler. Enfant, j'avais été séduite par un grand et bel hôtel où j'avais été invitée par une connaissance de mes parents. J'ai choisi un établissement d'enseignement supérieur important pour l'industrie du tourisme et j'ai travaillé à temps partiel dans un hôtel local. Finalement, j'ai obtenu un emploi dans l'hôtel de villégiature que j'avais tant désiré. Il était réputé pour la rigueur de la formation de ses employés, et j'ai failli abandonner très tôt. J'ai pu continuer grâce à un employé expérimenté de l'époque. Au milieu des gens qui démissionnaient les uns après les autres, incapables de tenir le coup, il y avait quelqu'un qui restait et qui veillait sur moi, celui qui restait. Il s'agissait de Steve McKinley, qui est devenu plus tard mon mari. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés. Mais j'ai été choquée d'apprendre la vérité. Steve était le neveu du président de ce groupe immobilier. Il était censé devenir un cadre supérieur du groupe, mais à l'époque, il suivait encore une formation en tant qu'employé ordinaire à l'hôtel de la station. Après notre mariage, il est passé de l'hôtel à l'immobilier, rendant souvent visite à son oncle, le président. À l'origine, il s'agissait d'une entreprise immobilière locale, mais le groupe s'est considérablement développé après les années 1950. Le président actuel est la 2e génération, et le succès de l'entreprise est en grande partie dû à ses efforts. En convainquant ses parents pendant la bulle économique, il leur a permis de moins souffrir de son éclatement. Il s'est ensuite progressivement orienté vers le développement de stations balnéaires. Mais les choses se gâtent autour du président, qui est tombé malade l'année précédente. Comme il n'avait pas d'héritier biologique, Steve a été désigné comme son successeur. Et c'est ce qui a écourté sa vie. J'ai été choquée et j'ai eu du mal à accepter la nouvelle de la mort de Steve, annoncée par la police. C'est alors que mes beaux-parents,
Marcus et Ivana, ont commencé à me bombarder d'appels téléphoniques. Anna, Steve est vraiment dans le pétrin, n'est-ce pas? Un vrai gâchis? C'est ainsi qu'ils résument la situation de leur propre fils? Et, Anna, ça va être dur pour toi toute seule à partir de maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi ne viendrais-tu pas chez nous? Oui, oui. Avec le départ de Steve, tu vas avoir des difficultés financières, n'est-ce pas? Mon beau-père et ma belle-mère se sont relayés pour dire ce genre de choses. Agacée par leurs propos, j'ai répondu, je ne peux même pas commencer à penser à l'avenir en ce moment, puis j'ai raccroché le téléphone. Je me suis demandé de quoi il parlait maintenant. Après tout, je n'avais rencontré ses beaux-parents que 2 fois. Une fois pour annoncer notre mariage, et ensuite le jour du mariage. Ils ne se sont même pas montrés à la naissance de notre fils et de notre fille. Oui, Steve évitait ses parents, mes beaux-parents. Lorsque j'ai interrogé Steve sur le comportement de ses parents à l'époque de notre mariage, il m'a dit, ce sont des ordures qui n'essaient même pas de travailler pour eux-mêmes. Les parents de Steve occupent actuellement des postes au sein du groupe immobilier McKinley. Mais c'est juste pour les empêcher de faire quoi que ce soit, m'avait expliqué Steve. Apparemment, contrairement à son oncle talentueux, tout ce qu'ils ont fait s'est avéré être un échec pour le groupe. Alors, on leur donne des postes nominaux et on les fait voyager sous couvert d'inspection, juste pour les empêcher de faire des bêtises. Tu n'as pas fait ces voyages avec eux, tu n'as pas vu d'autres endroits? Steve se moque. Pas du tout. Lucie et moi étions toujours laissés seuls dans notre grande maison. Steve avait une sœur qui s'appelait Lucie. Elle avait épousé un homme qui n'avait aucun lien avec le groupe et vivait dans une ville où il travaillait. Le beau-frère de Steve, Harvey, s'entendait étrangement bien avec Steve. Lorsqu'il était en ville pour son travail, il faisait des pieds et des mains pour parler à Steve. Lucie disait des choses comme « Je suis jalouse de Steve », à propos de la façon dont ces hommes étaient. Oui, ses 2 frères et sœurs s'entendaient bien. Tous 2 avaient des relations tendues avec leurs parents. Mais cela ne me dérange pas. Une fois que je me suis mariée et que j'ai déménagé, je ne me suis plus préoccupée d'eux. Dit Lucie avec désinvolture. Mais Steve est impliqué dans le groupe. Et qu'en est-il? Nos parents savent qu'ils sont les ratés du groupe, alors ils détestent voir mon frère qui réussit. C'est comme ça? C'est le cas dans notre famille. Mais ça doit être différent dans votre famille, non? Pas du tout. C'est vrai. Moi aussi, j'ai eu de mauvaises relations avec mes parents. Enfin, c'était bien quand j'étais enfant. En tant que fille unique, je pensais que j'étais assez bien aimée. Mais leur vraie nature s'est révélée lorsque j'étais à l'université. Abandonnez l'université et revenez à la maison. C'est le message que j'ai reçu soudainement. Il s'agissait d'une demande en mariage. Il voulait me rappeler au début de ma vingtaine, au milieu des années 2000, pour cette raison. Il semblerait que le fils d'un notable local se soit pris d'affection pour moi lorsqu'il est revenu en ville. Ce gosse riche et gâté a insisté pour me désirer. Et mes parents ont essayé d'exaucer son vœu dans leur propre intérêt. Nous t'avons élevé pendant tout ce temps, tu devrais nous en être reconnaissant, non? J'ai senti l'image que j'avais de mes parents s'effondrer en moi. Ils m'avaient élevé, moi, leur fille, en espérant quelque chose en retour. Lorsque j'ai compris cela, j'ai fermement refusé de rentrer chez moi. Puis ils ont cessé de m'envoyer de l'argent pour mes frais de scolarité et de subsistance. Ils pensaient probablement que je reviendrais s'ils faisaient cela. Mais je ne l'ai pas fait, pas même par entêtement. J'ai consulté mon professeur et j'ai cherché des moyens de poursuivre mes études sans être repris par mes parents. J'ai lutté jusqu'à l'obtention de mon diplôme. J'ai réussi à couvrir mes frais de scolarité grâce à des bourses. Le problème, c'était le coût de la vie. J'ai quitté mon appartement sécurisé d'une pièce, j'ai vendu mes meubles inutilisés et j'ai emménagé dans un vieil appartement.
Ma vie est devenue un cycle d'université, d'emploi à temps partiel et de recherche d'emploi. Je ne rentrais dans ma chambre que pour dormir. Il s'est avéré que cette expérience de travail à temps partiel m'a permis de trouver un emploi et de rencontrer Steve. Et mes parents étaient étrangement heureux de mon mariage avec Steve. Ne sont-ils pas de bons parents? Ai-je dit. En les comparant aux siens, dit Steve avec un sourire en coin, non, ils ne le sont pas. Ils ont fait des recherches sur toi. Ils ont découvert que tu es le neveu du président du groupe immobilier. Pendant un moment, Steve n'y a pas cru. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas différent de ses propres parents lorsqu'ils sont venus voir notre fils Sam et notre fille Mia à leur naissance. Mes parents m'ont dit ceci, ai-je poursuivi. Maintenant que vous avez 2 enfants, vous êtes prêts pour l'avenir. Absolument, a répondu Steve. Et notre vie sera plus facile aussi. À ce moment-là, j'ai vu le sourire de Steve s'assombrir légèrement. Steve et moi étions sensibles à ces mots prononcés par nos parents. D'autant plus que Steve était au courant des difficultés que j'avais rencontrées à l'université. Était-il un peu trop détendu ou prenait-il les choses pour acquises? Me suis-je demandé. Quoi qu'il en soit, leurs paroles indiquaient clairement qu'ils avaient l'intention de se servir de nous et de nos enfants à l'avenir. Après cela, Steve s'est également méfié d'eux. Belle famille distante, parents trop pressés. Tout en me méfiant des deux, j'ai continué à élever nos enfants. Heureusement, avec le poste et le salaire actuel de Steve, nous pouvions nous permettre d'avoir une femme de ménage et une baby-sitter. Nous n'avions pas de parents dignes de confiance, mais nous nous sommes débrouillés seuls. Mais l'année dernière, les choses ont changé, ai-je poursuivi. Le président est tombé malade, a ajouté Steve. Le président, âgé d'une 60aine d'années, était un passionné de fitness et semblait peu susceptible de tomber malade. Il était en bonne forme, sans problème d'hypertension. Cependant, un traumatisme crânien survenu dans sa jeunesse s'était transformé en hématome, exerçant une pression sur son cerveau. Une intervention chirurgicale d'urgence lui a sauvé la vie, ai-je expliqué, et il avait d'un bon pronostic, sans séquelles. Mais cet incident a ébranlé le groupe, car il n'y avait pas de successeur désigné. Le président pensait probablement qu'il pouvait continuer et n'avait pas décidé de son successeur, ajoute Steve. Mais la maladie peut frapper soudainement. Une fois que l'on s'en est rendu compte, il a fallu réfléchir à un successeur. Et alors, le choix du successeur est devenu un problème, ai-je dit. Le président et sa femme n'avaient pas d'enfants, a expliqué Steve. Il n'y avait pas d'enfant biologique ou adopté à ce moment-là. Pendant sa convalescence, le président a donc désigné Steve. Ce choix a semblé raisonnable à la plupart des cadres supérieurs du groupe, ai-je conclu. Il savait que Steve suivait une formation au sein du groupe et recevait une formation de cadre. Mais il y avait des gens qui ne pouvaient pas l'accepter. Les parents de Steve. Attends un peu, Ronald. Il est encore jeune, n'est-ce pas? Ne devrais-je pas être le plus proche de vous? C'est vrai. Pourquoi choisir Steve plutôt que ce type? Il semble qu'ils aient confronté le président, qui se reposait, avec ces mots. Le président les aurait réprimandés. Si je vous laisse le groupe, il sera ruiné. Il a ensuite expliqué clairement pourquoi il avait choisi Steve. Mais cela a retourné leur hostilité à l'égard de Steve. Ils ont exigé qu'il se retire, disant qu'il devrait dire à ses parents de prendre la relève parce qu'il était encore jeune. Franchement, c'était une menace. Au début, ils demandaient une faveur, mais peu à peu, leur ton a changé, il fallait faire quelque chose, sinon. Cela devient un peu dangereux. Que voulez-vous dire par là? Si nous les laissons faire, ils pourraient nous faire du mal, à moi, à toi ou même à nos enfants. Quoi? Je me suis d'abord demandé s'ils iraient aussi loin. Ils le feront. Crash Steve. Je ne les ai jamais considérés comme mes parents,
et ils ne nous considèrent probablement pas comme leurs enfants. Non, ce n'est pas vrai. Ils considèrent les enfants comme des outils qui leur permettent de générer des bénéfices pour eux-mêmes. C'est la même chose pour mes parents. Non. Steve secoue la tête. Leur niveau de saloperie est pire. Tes parents, au moins, veulent s'accrocher aux bénéfices, mais les miens veulent prendre les bénéfices eux-mêmes. Que devons-nous faire alors? Le mot prendre m'a fait frémir. Une famille pleine d'amour et de confiance que j'avais enfin trouvée. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé. J'ai une idée. D'abord, on va s'assurer que le gérant de l'immeuble empêche toute personne suspecte d'entrer. Anna, tu dois protéger les enfants quand tu sors. Je peux le faire seul? Je vais demander à mon oncle de faire appel à une société de sécurité. Ils te surveilleront discrètement quand tu sortiras. C'est compris, ai-je répondu. À partir de ce moment-là, j'ai choisi autant que possible des endroits populaires pour sortir avec les enfants. J'ai participé activement à des réunions avec des mamans amies auxquelles j'hésitais habituellement à me joindre. Il est plus difficile pour quelqu'un de faire un geste lorsque mes enfants et moi sommes dans un groupe. Mais même là, il y a eu une tentative d'enlèvement de mon enfant. Cela s'est passé pour la première fois alors que nous jouions dans le parc. J'étais censée surveiller les enfants avec les autres mamans. Une femme ronde d'âge moyen, qui semblait simplement se promener, a soudain attrapé ma fille et s'est enfuie. Un agent de sécurité qui nous surveillait est alors intervenu rapidement. Mais la femme qui était sur le point d'enlever ma fille, étonnamment agile pour sa taille, a réussi à s'échapper. Nous n'avons jamais su qui elle était ni pourquoi elle avait fait ça. Le monde est effrayant. Soyons prudents, a dit tout le monde. Nous étions tous d'accord pour être prudents, et pas seulement contre les enlèvements avec demande de rançon ou les farces. Mais il y a une chose que j'avais oubliée. Et, là, j'ai croisé mes parents à l'improviste sur le parking de l'appartement. C'était au moment où je sortais de la voiture après avoir fait les courses avec les enfants. Paniqué, je me suis précipité dans la voiture et j'ai verrouillé les portières. Mes parents ont alors commencé à frapper aux vitres de la voiture avec force et sans ménagement. Maman, pourquoi grand-père et grand-mère font-ils cela? J'ai peur. J'ai entrouvert la fenêtre, juste assez pour y faire passer mes doigts. Et j'ai demandé à mes parents. Je ne voulais vraiment pas l'ouvrir, mais je ne pouvais pas leur parler si elle était fermée. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu as enfin ouvert. Écoute, Anna, tu peux parler à Steve? Quoi? Tu sais, ça ne me semble pas juste que le jeune Steve devienne le prochain président. Cet ordre n'est-il pas erroné? Un frisson m'a parcouru l'échine. Se pourrait-il que ces gens... Papa, quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose? De quoi parles-tu? Mon père a feint l'ignorance. Puis ma mère a dit, tu es toujours aussi têtu. Persuadez tranquillement Steve. Dis-lui qu'il vaut mieux que son propre père devienne président et qu'il devrait refuser. Sinon, elle tenait dans sa main quelque chose qui ressemblait à un pied de biche. Puis, d'un grand coup, c'est le fracas. La fenêtre a volé en éclats dans un grand bruit. Les enfants ont crié et pleuré. Ma mère a alors tendu la main à travers la fenêtre brisée. Descendez. J'ai crié aux enfants et j'ai commencé à klaxonner pour signaler la présence d'agents de sécurité qui, je l'espérais, se trouvaient quelque part dans les environs. Heureusement, le bruit de plusieurs hommes courant vers nous s'est fait entendre. Bon sang. Mes parents ont claqué la langue et ont rapidement quitté les lieux, montant dans une voiture proche et s'enfuyant. Vous allez bien? Nous ont demandé les agents de sécurité. Je vais bien, mais les enfants. Nous allons bien, a répondu mon fils à voix haute. Mais il était certain que des éclats de verre étaient tombés sur eux deux. Nous retournons tout de suite à notre appartement. Pouvez-vous nous accompagner jusqu'à l'entrée?
Les gardiens ont accepté et nous ont accompagnés. Le gérant de l'immeuble s'étonne de notre état et promet d'être vigilant contre les intrusions extérieures. Le soir, quand Steve est rentré, je lui ai tout raconté. Mes propres parents, entre autres. Oui. Ils ont dû être mis dans le coup. On leur a promis un bon poste s'ils devenaient président ou quelque chose comme ça. C'était très possible. Très, très possible. Pourquoi nos parents ont-ils dû être de telles personnes? C'est vraiment mauvais. Je vais chez mon oncle pour lui demander s'il peut vous cacher, toi et les enfants, pendant un moment. Chez l'oncle Ronald? Oui, mais nous devons le faire sans nous faire remarquer. Je vais aussi contacter Lucie. Je veux qu'elle reste un peu avec vous. Mais cela ne va-t-il pas déranger Lucie? Vu la situation, c'est nécessaire. Et comme je suis considéré comme le successeur, il pourrait penser la même chose de Lucie, étant de la même lignée. Il vaut mieux faire front commun. Steve a alors immédiatement contacté Lucie. Je n'en reviens pas. D'accord, Steve, je me joins à vous. Et mon mari, Harvey? Harvey a son travail, n'est-ce pas? Oui, mais d'accord, je lui parlerai. Merci. J'ai pensé qu'il était bon d'avoir des frères et sœurs dans ces moments-là. Et le lendemain, Lucie est venue tout de suite. J'ai parlé de la situation à Harvey, qui m'a dit qu'il voulait vérifier certaines choses et qu'il nous rejoindrait plus tard. C'est vrai? On peut compter sur Harvey. Bien sûr, c'est l'homme que j'ai choisi. Nous en avons ri ensemble. Mais le lendemain de cette conversation, j'ai reçu un appel de la police. La voiture de Steve McKinley a été retrouvée au pied d'une falaise. Je n'ai pas saisi tout de suite le sens de ces mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vient d'être emmené à l'hôpital. Je n'ai pas pu comprendre le reste de ce qui a été dit. J'avais conscience que la personne à l'autre bout du fil parlait, mais je ne pouvais pas bouger. Surprise par ma réaction, Lucie a pris l'appel à ma place. Par la suite, Lucie m'a principalement conduit à divers endroits. Nous sommes allés au poste de police, avons confirmé la nouvelle et avons reçu une enveloppe trouvée dans le tableau de bord. Une lettre de suicide. Lorsque je l'ai ouverte, il y avait une lettre imprimée. Elle disait ne pas pouvoir assumer la responsabilité d'être nommé président et le regretter. La police a donc conclu que mon frère s'était suicidé. Non, une autopsie doit encore être pratiquée. Nous vous avons montré ceci uniquement parce qu'on l'a trouvé. Il ne se serait pas fait ça. J'ai alors haussé le ton. Comment aurait-il pu, après nous avoir dit d'être si prudents? Je n'ai pas pu articuler d'autres mots après cela. La police a dit qu'elle nous contacterait lorsqu'il serait temps de récupérer le corps de Steve. Je me souviens vaguement de la période qui a suivi. Les informations locales à la télévision répétaient qu'on ne savait pas s'il s'agissait d'un accident, mais qu'une lettre de suicide avait été trouvée, ce qui suggérait qu'il s'agissait probablement d'une mort auto-infligée. Furieuse, j'ai éteint la télévision et mes enfants m'ont regardé avec anxiété. Quand est-ce que papa rentre à la maison? Mon fils a 8 ans et ma fille n'en a que 5. Tous deux avaient été privés d'école et de jardin d'enfants pendant un certain temps. La présence de Lucie a été une véritable bénédiction pendant cette période. J'avais l'impression que mon esprit était recouvert d'un voile fin, ce qui rendait tout irréel. Puis, une semaine après la découverte de la voiture de Steve, une enveloppe est arrivée par coursier, programmée pour ce jour-là. Anna, c'est pour toi. Lucie me l'a tendue alors que j'étais perdue dans mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil au nom de l'expéditeur et mes yeux se sont écarquillés. Steve? Pressé, j'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre. Et une clé. Lis-la sans que mes parents ne la prennent. Bien sûr, je le savais. Mais il a dû vouloir l'écrire. C'est quelque chose que j'ai écrit au cas où il m'arriverait quelque chose.
Si je suis là quand vous le recevrez, riez et rendez-le-moi. Mais si je ne suis pas là. Je t'en supplie, Anna, prends ce qu'il y a dans ce casier et cours tout de suite chez l'oncle Ronald. Lucie et moi avons échangé des regards pendant que nous lisions. Puis, à la hâte, ne prenant que le strict nécessaire, nous avons pris les enfants et sommes montés dans la voiture de Lucie. Ma voiture était en réparation depuis cet incident. Je n'avais pas confiance en moi pour conduire une voiture de près dans un autre état jusqu'à la maison de Ronald. J'ai donc demandé à Lucie de le faire. Laisse-moi faire, mais mets un bonnet en tricot et un masque. M'a dit Lucie en souriant. Et puis nous avons roulé. Nous étions sur les nerfs jusqu'à ce que nous atteignions la maison de Ronald dans l'état voisin. J'ai supposé que les gardes de sécurité n'étaient pas loin. Mais je craignais toujours qu'il arrive quelque chose à la voiture, surtout après ce qui était arrivé à Steve. Nous avions déjà informé Ronald que nous étions en route et, à notre arrivée, nous nous sommes garés à l'intérieur de la propriété et nous nous sommes précipités vers le bâtiment principal. Ronald, le président, et sa femme Olivia nous attendaient déjà pour nous accueillir. Vous avez réussi, Anna, Lucie. Steve m'a dit de vous faire surveiller et qu'il vous enverrait ici un jour ou l'autre. Mais je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Merci de nous accueillir. Je suis désolée de vous déranger, mais nous n'avions nulle part où aller. Je les ai sincèrement appréciés. Les enfants regardaient autour de la grande entrée, les yeux écarquillés. Ne vous inquiétez pas. Je ne pensais pas en arriver là. J'ai sous-estimé la situation. Je n'aurais jamais cru qu'il s'en prendrait à Steve lui-même. Ces gens-là. Ils serrent le point de frustration. Nous avons ensuite été conduits dans un grand salon. C'était une pièce à l'atmosphère chaleureuse et paisible. Sa femme Olivia a donné des instructions à la femme de ménage et elle a rapidement apporté des friandises pour les enfants dans un coin de la pièce. Je vous remercie. Tout va bien. Vous voudrez garder les enfants à portée de vue maintenant, n'est-ce pas? Oui, je ne voulais pas les quitter des yeux un seul instant. Mais la conversation que nous allions avoir n'était pas quelque chose que je voulais que les enfants entendent. Cet homme a toujours été pourri jusqu'à la moelle. Mais même si nous voulions l'exclure du groupe, nous n'avons jamais eu de preuves définitives. En le laissant en liberté, nous en sommes arrivés là. Ce n'est pas ta faute, oncle Ronald. Mes parents ont également été impliqués dans cette affaire. Steve et moi, nous avons malheureusement partagé le même destin, celui d'avoir des parents terribles. Si j'avais su que nous en arriverions là, nous aurions dû prendre Steve comme fils adoptif bien plus tôt, dit Olivia, presque pour elle-même. C'est alors que Ronald lève soudainement les yeux. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Appelle l'avocat. Oncle Ronald? Je ne veux pas que ces enfants finissent comme Steve, dis-je. Par ces mots, il m'a fait une proposition. Finalement, après l'autopsie, le corps de Steve a été transporté chez Ronald. Il s'agissait d'un enterrement privé et d'un service commémoratif au sein du groupe. J'ai assisté à l'enterrement avec les enfants. Mes parents étaient assis derrière nous, manifestement en tant que membres de la famille. Les personnes présentes, comme les supérieurs et les collègues, tous déconcertés et attristés par la perte soudaine de Steve, ont exprimé leurs condoléances. Steve était vraiment un excellent employé. Nous nous réjouissions tous de son avenir au sein du groupe. Merci. Ai-je répété machinalement. Ses pairs et ses amis, mes propres amis, ont pleuré cette perte inattendue. Tous ceux qui s'occupaient personnellement de Steve étaient sincèrement bons. Mais ses parents, après le service commémoratif, Ronald a réuni la famille, la belle famille et la direction chez lui. Le grand jardin et le hall de sa maison étaient bondés de monde. Au milieu de tout cela, quelqu'un entra en trombe. Harvey. Harvey, le mari de Lucie, venait d'arriver. Il courait en tenant fermement un sac.
Désolée d'être en retard, Lucie, Anna. J'ai été retenue par certaines choses. Mais le fait que la commémoration et l'assemblée générale aient lieu le même jour m'a aidé. J'ai réussi à tout faire, sourit Harvey. Je vous ai rendu ceci, dit-il en sortant de son sac une série de documents et une clé USB. Tout va bien maintenant? C'était le contenu du casier indiqué par la clé que nous avons reçue l'autre jour. Après avoir pris la voiture de Lucie, nous avons retrouvé Harvey, qui a fait des copies des documents et de la clé USB. Vous avez remis les copies à notre avocat, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Oui, c'est bien. Nous avions besoin des originaux ici, ai-je acquiescé vigoureusement. Lors de la réunion générale, Ronald a parlé de l'incident devant tout le monde, exprimant son regret d'avoir perdu Steve, le successeur prévu. Il y eut une pause dans son discours et Ronald commença par quelque chose d'autre. C'est vraiment une situation regrettable. Et je pense qu'il y a un point sur lequel j'ai eu tort, a déclaré le président. Il nous a rapprochés, mes deux enfants et moi. On comprend qu'au milieu de la foule des adultes, les enfants avaient l'air effrayés, comme s'ils étaient sur le point de pleurer. Je les ai rassurés par derrière, en leur disant que ce n'était pas grave. C'est pourquoi j'ai décidé d'annoncer le prochain successeur ici même. Mes nouveaux enfants, Sam et Mia. Ce sont les enfants de Steve? Mais je les ai adoptés tous les deux. Un murmure parcourt la foule à la mention des enfants. Beaucoup d'entre vous doivent être surpris. Mais je crois que cette tragédie s'est produite parce que Steve n'est resté qu'un neveu, n'est-ce pas? Le regard de la foule se porta sur Ronald et Olivia à ces mots. Que voulez-vous dire, Ronald? Faut-il en parler ici? Oui, il le faut. Il s'est suicidé, n'est-ce pas? Une lettre de suicide a été retrouvée. Il ne pouvait probablement pas supporter les attentes placées en lui. Vraiment? Vous avez encore quelque chose à dire? Oui. Alors, vous adoptez ces enfants maintenant? Vous leur imposez à nouveau une pression inutile? Qui sait? Ce sont vos petits-enfants, après tout. Ils pourraient ne pas ressentir une telle pression. Le père de Steve a marqué son visage tordu. En fait, Steve ne s'est pas suicidé, affirma fermement Ronald. La foule commença à murmurer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une lettre de suicide a été trouvée dans le tableau de bord, n'est-ce pas? Nous, la police, n'avons communiqué aucune information sur la découverte d'une lettre dans le tableau de bord. Puis Harvey a pris la parole, demandant à Ronald la permission de parler. Allez-y, je vous fais confiance. Pendant ce temps, Marcus continuait à résister maladroitement. Si on l'a trouvé dans la voiture, c'est comme ça, non? Nous n'avons pas du tout divulgué cette information aux médias. Ou alors, Marcus, tu ne t'intéresses vraiment pas à ce que je fais. Sur ce, Harvey sortit son badge de police de la poche intérieure de son costume. En effet, il était lieutenant de police dans le comté où nous vivions. Marcus est resté sans voix. Il n'était vraiment pas au courant? J'étais vraiment stupéfait. Lucie m'avait dit qu'elle n'avait pas été contactée depuis qu'elle avait commencé à travailler. Et ils n'ont signalé que leur mariage. Pourtant, ne devrait-on pas au moins se préoccuper de la profession du partenaire de sa fille? C'est exactement le genre de personne qu'il est, a marmonné Lucie. Je n'ai pu qu'apporter des éléments cruciaux à l'enquête, poursuit Harvey. La police avait enquêté sur la voiture de Steve depuis le début, remarquant très tôt que quelque chose avait été fait sur les freins. Il semble que cette manipulation ait eu lieu le jour où Steve a envoyé la lettre par coursier. Steve est d'abord allé déposer quelque chose dans un casier à la gare, puis il s'est rendu dans une supérette pour envoyer la lettre à Anna. Cela a pris un certain temps. C'est à ce moment-là que le système de freinage a été modifié. Mais ce n'était pas dangereux dans l'immédiat. Plus tard, Steve s'est dirigé vers cette maison. Sur le chemin,
il a rencontré une route avec plusieurs sections sinueuses, n'est-ce pas? La foule s'est mise à chuchoter. Oui, beaucoup sont d'accord. Là, il a été soumis à une conduite difficile à cause d'un chauffard qui suivait sa voiture, intentionnellement, c'est évident. Ici, les routes ne sont pas toujours larges, vous savez. En effet, c'est un problème courant dans les zones rurales, des routes très fréquentées qui ne sont pas assez larges. Steve s'est retrouvé dans une situation où il a dû freiner avec précision. Mais il a fini par se rendre compte que les freins étaient défaillants, et il était trop tard. C'est donc ce qui s'est passé. C'est vrai, demanda Ronald d'un ton grave. Ces mots n'étaient pas clairs, mais le sens était compris par tous. Oui. Et la police a identifié le chauffard grâce à la caméra de surveillance de Steve et l'a placé en garde à vue. Dit Harvey en souriant à mes beaux-parents. Mais quel est notre lien avec cette affaire? Le chauffard semble n'avoir été qu'une personne engagée. Le véritable employeur fait toujours l'objet d'une enquête. Cependant, vous, Marcus, êtes déjà prêt à être poursuivi pour une autre affaire. Une autre affaire? Oui. Pour le détournement de fonds que vous commettez depuis des années. Steve a enquêté discrètement sur cette affaire. Voici la preuve. Soudain, plusieurs projecteurs s'allument dans la pièce, affichant divers documents sur les murs. Nous vous arrêtons pour le détournement de fonds du moment. Les portes s'ouvrent et les policiers entrent dans la salle. Et Harvey jeta un bref coup d'œil sur moi, puis ailleurs. Vous êtes là. Nous. Mes parents se levaient à moitié de leur siège. Vous avez un mandat d'arrêt pour avoir détruit la voiture d'Anna. Quoi? Ce ne sont que des affaires de famille. Ma mère a protesté. Je l'ai confrontée brutalement. Des affaires de famille? Un parent qui brise la vitre d'une voiture avec un pied de biche? Indifférent aux éclats qui tombent sur ses petits-enfants? Je lui ai lancé un regard féroce et j'ai parlé avec toute la force dont j'étais capable. Vous n'êtes pas du tout des parents pour moi. Stupéfaits, mes parents se sont affaissés sur leur siège. Après cela, mes beaux-parents, arrêtés pour détournement de fonds, ont avoué lors de leur interrogatoire avoir planifié l'élimination de Steve, ce qui a alourdi les charges qui pesaient sur eux. Mes parents ont également été accusés de dommages à la propriété et d'avoir aidé ma belle-famille dans son projet. L'affaire a d'abord été divulguée aux médias locaux, faisant la une des journaux régionaux et des émissions d'information. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Étant donné le caractère sensationnel de l'histoire et le fait qu'il s'agissait d'un crime orchestré par les parents eux-mêmes, l'affaire a alimenté les journaux télévisés et les talk-shows nationaux. Et à notre époque, ce n'était pas fini. Ils ont été stigmatisés et leur identité a été marquée en ligne pour toujours. Même s'ils étaient libérés, il est difficile d'imaginer ce qu'ils pourraient faire. Mais ce n'est plus ma préoccupation. Depuis lors, nous vivons dans la maison de Ronald. Avec des chambres à nous. Olivia adore les deux nouveaux enfants, Sam et Mia, peut-être un peu trop. Étant donné qu'elle a toujours voulu des enfants, mais qu'elle n'a pas pu en avoir. Pour l'instant, je pense que tout va bien. Sam et Mia, qui viennent de perdre leur père, ont dû changer d'école et de jardin d'enfants. Je suis désolée de les impliquer dans des conflits d'adultes. Mais compte tenu de leur sécurité, cela semble être la meilleure solution. Quant à Ronald, il est déterminé à rester en bonne santé. Il est déterminé à rester en bonne santé au moins jusqu'à ce que Sam et Mia atteignent l'âge adulte, en se concentrant chaque jour sur sa forme physique. Tout le monde, le thé est prêt. Je passe mes journées ici à m'occuper de mes enfants et à accompagner Ronald et Olivia. Je ne sais pas à quel point je leur suis utile, mais pour le bien des enfants, j'ai l'intention de vivre pleinement ma vie.